Merci beaucoup Gilles Legendre d'être ce matin sur le plateau d'LCI. Vous êtes en effet le président du groupe LaREM à l'Assemblée nationale. Vous avez déjeuné tout à l'heure à l'Élysée? Nous dînons demain soir à l'Élysée. Il n'y a pas de déjeuner. Ça a été repoussé. Ça a été repoussé. Donc voilà, un dîner très précis. demain soir, un dîner à la veille des annonces du Premier ministre pour les ultimes arbitrages, Gilles Legendre? Oui, puis pour se coordonner, la majorité, le gouvernement sont extrêmement soudés, évidemment autour du président de la République. Et ce que je voudrais dire ici, de façon très claire, c'est que pour nous, le gouvernement a un mandat très clair du groupe La République En Marche pour réussir cette réforme. Évidemment, mandat qui va de pair avec un soutien total pour trouver ensemble les solutions à la sortie de crise que nous souhaitons tous et que nous souhaitons tous la plus rapide possible. Ça va mieux en le disant. Pourquoi il y avait un doute, Gilles Legendre? Oui, parce que, vous savez, dans des situations comme celle-ci, la question de l'unité, de l'alignement de l'exécutif et de la majorité est cruciale. Nous sommes déterminés à réussir cette réforme. Et je voudrais rajouter quelque chose. Je pense que depuis 2 ans et demi, jamais le groupe que j'ai l'honneur de présider n'a été aussi déterminé et aussi uni pour mener à bien cette réforme. C'est le groupe qui vous coalise, qui vous unit le plus depuis le début du quinquennat. C'est la réforme qui nous... Donc là-dessus, le gouvernement et Emmanuel Macron, dites-vous ce matin, ont un soutien absolument total comme jamais auparavant. Absolument, et nous souhaitons participer, et c'est l'objet des rencontres, des contacts, vous citiez le dîner de demain soir, de participer justement à l'élaboration des solutions. Alors, il y a une solution, elle est simple, c'est celle que Béranger Cernon formulait tout à l'heure en direct sur LCI dans la matinale de Pascal de la Tour du Pin. Il est secrétaire général CGT Cheminots de Paris, on l'écoute. On a affaire à un gouvernement, enfin je suis désolé du terme, mais c'est des pieds nickelés. On a l'impression qu'ils découvrent les sujets les uns après les autres. On a l'impression que c'est panique à bord. Alors ils se réunissent à peu près tous les 2 jours. Mais pour autant, on n'a absolument aucun éclaircissement. Rien n'est fait pour rassurer les Français. Et je pense que les Français ont bien compris que cette réforme des retraites par points est tout sauf bénéfique pour eux. Et ils réclament, comme Philippe Martinez, comme Sudrail, comme la France Insoumise, le retrait du texte. Là-dessus, il n'y a pas de fléchissement de ceux qui contestent votre réforme. Je ne sais pas qui sont les pieds nickelés dans cette affaire. Est-ce que ce sont les syndicats qui ont déclenché un mouvement de grève avant de connaître la réforme définitive? La réforme définitive, c'est mercredi. C'est ce jour-là que le Premier ministre en donnera véritablement l'architecture définitive et tranchera les sujets qui, au cours des dernières semaines, ont été en débat parce que en négociation précisément avec les partenaires sociaux, dont la CGT. Donc nous faisons les choses dans le bon ordre. Est-ce que vous savez, vous, ce qu'il va annoncer le Premier ministre? Est-ce que vous le savez, vous, le président du groupe LaREM, la République En Marche à l'Assemblée? Nous ne le savons pas encore, puisqu'il y a, comme vous le savez, nous y avons fait mention au début de notre entretien, des nouvelles réunions qui sont prévues, qui sont organisées, et que nous ne devons pas nous tromper sur le point d'atterrissage. Est-ce que vous savez, pardon, ce qu'il ne va pas annoncer? Le retrait, par exemple? Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie, Elisabeth Martichoux. Mais pas parce que nous céderions à un entêtement parce qu'il y stupide. aura des blocages. Mais attendez, le retrait, ça n'est pas une défaite pour le gouvernement ou pour la majorité. Ce serait une défaite pour la France. Nous sommes en train de conduire une réforme que les Français et leurs gouvernants ont repoussée pendant 25 ans. Et nous prenons sur nous le risque réel, politique, qui n'est pas simple à assumer, mais que nous assumons pleinement de mettre en œuvre cette réforme et de la réussir. Maintenant, il faut que nous mettions en place les solutions qui fassent que les Français s'y retrouvent, ce qui n'est pas encore le cas. Quelles sont les autres lignes rouges du groupe majoritaire que vous présidez? Donc pas de retrait. Pas de retrait. Parlons des mesures financières. Alors, les lignes rouges, c'est ce qui fait le cœur de la réforme. C'est une réforme de retraite par répartition, comme l'Ancien Régime, une réforme par points, on pourra détailler, si vous le souhaitez, ce que ça signifie. C'est aussi une réforme qui va apporter infiniment plus de protection à certaines populations qui petit à petit étaient les grands perdants du régime ancien, les femmes, les carrières hachées, les personnes qui alternent. On y reviendra parce qu'il y a plein de points sur lesquels et puis alors les solutions. Ce sera une réforme paramétrique aussi. Les solutions, c'est évidemment le gouvernement qui est à la manœuvre
pour trouver les bonnes solutions. Moi, je pense qu'il y a plusieurs pistes que nous devons explorer. Vous répondez à ma question quand même. Mais oui, c'est ça. Je vous dis les pistes que nous, vu du groupe, nous pensons intéressantes. D'abord, je pense qu'il faut que nous soyons très rapidement beaucoup plus clairs sur le contenu des engagements très forts qu'a pris le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, vis-à-vis des enseignants, en termes de revalorisation de leur rémunération, selon quel calendrier, selon quelle progressivité, et très clair aussi sur la promesse qu'il a faite que jamais il n'y perdrait pour leur pension dans le nouveau système. Ça, c'est le premier point. On va s'arrêter, il est très important, parce que les enseignants, eux, effectivement, sont les grands perdants d'une réforme. Elisabeth Martichoux. Sont à ce stade, avant les annonces, les grands perdants de la réforme systémique. Il a annoncé sur LCI, d'ailleurs, jeudi soir, Jean-Michel Blanquer, une augmentation de 400 millions par an. 400 millions par an. Je vous le demande, est-ce que c'est suffisant pour que les enseignants ne perdent pas 1 euro à l'entrée de leur retraite? Je vous répondrai dans l'autre sens, Elisabeth Martichoux. Les enseignants ne perdront pas 1 euro dans le nouveau régime de retraite par rapport à ce qu'il était avant. Il faut signer un chèque de combien? Un chèque qui est évalué aujourd'hui autour de 400 à 500 millions par an, parce que les choses vont se faire progressivement. C'est d'ailleurs cette question de la sur 10 ans, sur 20 ans mais c'est lié au fait qu'il y a des professeurs qui ont commencé à travailler il y a très longtemps, d'autres un peu moins longtemps, d'autres pas longtemps du tout. Et c'est d'ailleurs le point central et qui va servir probablement de sortie à l'incompréhension actuelle et à la crise actuelle, c'est la question des transitions, des calendriers. Et il faut que pour chacun des régimes qui aujourd'hui se sentent menacés ou sont inquiets, à tort ou à raison, nous trouvions les scénarios adaptés à chacun des régimes. Vous êtes voilà une piste de sortie. Sur ce point, les enseignants, par le biais d'une transition longue, dont vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui. Et progressive. Et une augmentation à hauteur au minimum de 500 millions par an. C'est le premier chiffre. Nous devons aller beaucoup plus loin dans l'explication de cette réévaluation des rémunérations. Et ça sera fait mercredi après-midi. Mercredi après-midi, on le saura. Il a dit qu'il entrerait dans le détail. Mais bien sûr, mais ça fait partie des choses qui doivent être dites. Mais Elisabeth Martichoux, on va être 2 fois positif dans cette affaire, parce que pour garantir les pensions des professeurs, qui est la promesse absolument intangible, nous allons être amenés à résoudre progressivement un des maux patents du système de l'éducation nationale que vous avez tous dénoncé, journalistes, qui fait que les rémunérations des professeurs sont aujourd'hui insuffisantes. Ça va coûter extrêmement cher, peu importe. Il y a longtemps qu'on a repoussé cette échéance, tout le monde sait que c'est indispensable. Donc, de toute façon, il faudra le faire. Il faudra le faire. Il faudra payer très cher. Il faudra payer progressivement les sommes qui fait que petit à petit, tout le monde convergera vers un régime de pension dans lequel personne ne sera perdant. Question importante aussi, juste toujours sur les enseignants. Encore une fois, ils sont en première ligne. Est-ce qu'il peut être demandé à ces enseignants, est-ce que vous le souhaitez, est-ce que vous trouveriez ça logique, des contreparties à ce double ticket gagnant que vous venez de nous expliquer, c'est-à-dire que Jean-Michel Blanquer, le gouvernement, pourra en profiter pour dire aux enseignants « Ok, vous ne perdrez rien, au contraire, vous serez mieux rémunérés et vous ne perdrez pas de pension, mais peut-être qu'il faut travailler un peu plus. » Écoutez, on n'en est pas là. Mais qu'est-ce que vous en dites? Non, moi ce que je dis, c'est que on ne résout pas un problème en en ajoutant un second. Donc on ne le met pas dans la loi. Il n'y aura pas de contrepartie pour vous. Peut-être que dans l'avenir, Jean-Michel Blanquer jugera bon de discuter ce genre de choses, mais aujourd'hui, ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pas associé à la réforme. Ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il ne faut pas que ce soit associé à la réforme. Ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous allez jusque-là? Je pense qu'aujourd'hui, ça n'est pas nécessaire d'ouvrir cette voie-là. Est-ce que, je reviens aux questions financières, elles sont importantes parce que c'est un point de blocage pour la CFDT. Gérald Darmanin, qu'on n'attendait pas forcément là, le ministre des Comptes publics, a dit qu'il ne faut pas être bêtement budgétaire. Est-ce que ça veut dire que pour lui et pour vous aussi, il faut différer des mesures financières? Alors, il faut être extrêmement précis là-dessus, Elisabeth Martichoux. Nous ne pouvons pas défendre le nouveau régime en considérant que la question de son équilibre financier est subalterne. Non, le nouveau régime devra être à l'équilibre. Il a même été conçu comme ça, et la gouvernance qui va se mettre en place pour le piloter aura comme responsabilité solennelle
de maintenir cet équilibre et de faire en sorte que jamais il ne s'en écarte durablement. Il peut s'en écarter provisoirement pour des raisons liées par exemple à l'activité économique. En 2025, le système doit être équilibré. Le système doit être piloté de manière à être équilibré. En 2025 ? Nous verrons. Attendez, c'est important. Non, mais attendez, laissez-moi expliquer parce que les choses sont claires. Le principe, c'est le principe de responsabilité. En aucun cas, nous ne devons laisser accroire qu'un régime de retraite pourra être ce qu'il a été depuis toujours en France, c'est-à-dire en déséquilibre. Ça peut être ça peut être un vœu pieux. Non, ça ne peut pas être un vœu pieux. C'est un choix politique essentiel qui est totalement lié à la finalité aussi de la réforme. Il n'y aura pas de loi sans équilibre. Il n'y aura pas de loi sans équilibre. Non mais la loi fixera évidemment le principe de l'équilibre. Mais ce qui est intéressant dans votre question, c'est la question du délai et de la transition. Si en effet on disait il faut absolument avoir remis à l'équilibre le régime actuel avant de passer au nouveau régime, je pense que ce n'est pas une bonne décision, ce n'est pas une bonne voie. Alors là, vous répondez à ma question de tout à l'heure, pas forcément en 2025. Mais nous devons absolument définir, et c'est là où le gouvernement doit travailler une solution acceptable par tous, nous devons définir une trajectoire qui nous emmènera vers un équilibre, et un équilibre durable, et qui permettra petit à petit de résorber les risques de déséquilibre pointés notamment par les rapports du comité d'orientation sur les retraites. Vous parlez de trajectoire, ça veut dire pas de mesures d'équilibre ou de mesures financières en urgence dans les quelques années qui viennent, mais dans la loi, vous inscrivez la nécessité d'une trajectoire pour un point d'équilibre différé dans le temps. Mais c'est crucial. Mais absolument. C'est notre recommandation. Ouais, c'est-à-dire les deux bouts, on tient les deux bouts. C'est-à-dire nous sommes intransigeants sur l'objectif, nous sommes extrêmement souples sur la trajectoire et les modalités. Maintenant, le gouvernement est à la manœuvre sur cette affaire-là, c'est lui qui tranchera, c'est lui qui trouvera les solutions. Donc vous nous dites ce matin sur LCI, vous, président de groupe, ce que vous souhaitez, très clairement, et c'est intéressant de vous entendre, c'est qu'il n'y ait pas de mesures financières, de mesures d'âge, de mesures d'équilibre avant plusieurs années. Nous pouvons avoir une trajectoire progressive. Mais une trajectoire tellement progressive qu'elle ne demande pas d'efforts. Elisabeth Martichoux, toute trajectoire de rétablissement des comptes demandera des efforts. La question de leur rythme... Là, vous jouez sur des ambiguïtés. Non, Elisabeth Martichoux. Une trajectoire, on commence à travailler. Et je souhaite d'ailleurs que la nouvelle gouvernance, c'est-à-dire les instances qui vont piloter le nouveau régime, puissent se mettre au travail rapidement pour imaginer ce que sera cette trajectoire. Mais enfin, l'année 2025... Et s'y engager avec un certain nombre de garanties. Je prends par exemple l'idée que si nous devions prendre des mesures d'âge autour de l'âge pivot, autour du nombre de cotisations, nous donnions très vite la garantie aux retraités qui sont proches de leur départ. De combien de temps ? Ça peut être 5 ans, ça peut être un peu plus, ça peut se discuter, qui ne seraient pas touchés par ce type de mesures. Donc il y a toute une architecture à mettre en place. Vous entrerez en 2025 dans le système. La date d'entrée, d'application de la réforme, c'est bien 2025, ça ne bouge pas. C'est probablement la bonne échéance. Mais vous savez, ça peut commencer plus tôt. Un jeune qui... On vote la loi en 2020. Un jeune qui rentre sur le marché du travail en 2022, vous pensez qu'il va rentrer sur l'ancien régime ou sur le nouveau ? Évidemment sur le nouveau. Oui, pour une retraite qu'il prendra 40 ans plus tard. Mais ça commence à se mettre en place. Là, on parle des et ça rend notamment la réforme irréversible. Ouais. Donc vous dites qu'il faut que le système soit équilibré, mais de façon extrêmement progressive, parce que Édouard Philippe était très attaché à cette mesure. Mais nous le sommes tous. Oui, non mais attendez. Il faut que le système soit en équilibre quand la réforme commence à être mise en place, c'est-à-dire en 2025. Et c'est toujours ce que réclame la droite. Éric Woerth l'a répété alors, hier. Excusez-moi, mais la droite nous pousse très clairement à la faute. La droite, nos oppositions, souhaitent que nous échouions. Nous souhaitons que la France réussisse.
c'est l'immense différence dans ce débat sur les retraites. C'est nous qui sommes à la manœuvre pour faire une réforme que tous ceux qui nous ont précédés n'ont jamais osé réaliser. Ils étaient dans une forme de rafistolage qui n'était pas inutile, mais qui repoussait constamment le moment où il faudrait s'attaquer au vrai problème des retraites. C'est exactement ce que nous faisons. Mais ils vous poussent à la faute. Néanmoins, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même des débats encore sur cette question financière au sein du gouvernement. Mais c'est normal. C'est normal, on pourrait dire. Mais Elisabeth Martichoux, tout part du fait que la grève et l'émotion légitime, plus la gêne qu'elle suscite, a été déclenchée alors que le projet n'était toujours pas connu et qu'il était encore en débat. Oui, donc à partir de ce moment-là, il est normal que le débat se poursuive et il sera tranché mercredi. 2 jours à attendre, Elisabeth Martichoux. Emmanuel Macron hésite, dit Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, dans le Parisien hier. Mais non, nous sommes extrêmement déterminés, le président comme le gouvernement, comme notre groupe, sur les principes de la réforme. Universalité, il n'y aura à terme qu'un seul régime, beaucoup plus protecteur des populations les plus fragiles. Responsabilité, c'est-à-dire qu'en effet, le régime que nous allons mettre en place a vocation à être durablement à l'équilibre. C'est que cette question-là, qui est très sensible, parce qu'effectivement, il y a des sensibilités différentes au sein du gouvernement, et notamment les ministres issus de la droite, on le sait bien, Édouard Philippe l'a longtemps dit, était très attaché à ce qui est un équilibre. Mais nous sommes tous, il n'y a pas Édouard Philippe. Après, il y a une question, tout est une question de trajectoire et une question de rythme avec vous. Je suis désolée, il y a des arbitrages à faire qui ne sont pas minces, ils ne sont pas encore faits. Mais ces arbitres... D'abord, vous ne savez pas s'ils ne sont pas faits. Ils n'ont pas encore été annoncés. 2 jours. Vous avez 2 jours, Elisabeth Martichoux, à attendre. Je sais que vous êtes impatiente de nature. Non, ce sont les Français qui ne peuvent pas aller travailler. Ce sont les commerçants qui ne peuvent pas vous ouvrir la boutique. C'est pour ça que mercredi... Ce sont tous ces salariés qui sont bloqués par la réforme, par votre réforme. C'est pour ça que mercredi, les choses seront claires et que tous ceux qui tire argument du fait que tout n'a pas encore été décidé pour faire grève, puisse éventuellement repartir au travail. Alors, encore un tout petit mot. Est-ce que les annonces de mercredi du Premier ministre permettront aux Français d'être rassurés ? Je pense que... Tous les Français peuvent être rassurés par les annonces de mercredi. Je ne peux jamais prendre ce genre de pari, Elisabeth Martichoux. Je pense qu'en effet, tout ce qui était lié comme inquiétude liée aux incertitudes sera dissipé. Après, le mouvement social a sa dynamique. Le retour à l'ordre prendra peut-être un peu plus de temps. Mais je parle sur la retraite. Mais sur la retraite, oui. Est-ce qu'il y aura à disposition, par exemple, ce fameux simulateur ? Oui. Non, attendez, le simulateur ne sera peut-être pas disponible. Mais est-ce que chaque Français pourra voir s'il est concerné par la réforme ? À terme, nous n'y sommes engagés. Donc, bien sûr qu'il aura lieu. Ah mais pas jeudi, on ne pourra pas... Mercredi, vous aurez l'ensemble de la réforme dans ses moindres détails. Gilles Legendre, 2 questions encore. Jean-Paul Delevoye a oublié de faire une déclaration à la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique. Or, on s'aperçoit qu'il a un rôle d'administrateur dans un institut de formation du monde de l'assurance, ce qui peut constituer un conflit d'intérêts. Ça tombe mal. Non, écoutez, on est dans quelque chose de totalement dérisoire. Fonction entièrement bénévole, qu'il n'a pas exercé de façon régulière et qui n'exerce plus depuis qu'il est ministre, et qui plus est, qui n'a strictement rien à voir avec l'activité commerciale ou le business, pour prendre un horrible terme, de l'assurance. Ça tombe maintenant. Le niveau de détail qui nous est demandé par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est tellement poussé que nous sommes nombreux à avoir commis des erreurs et à pouvoir les corriger. Vous le soutenez. C'est fait. Vous le soutenez, il n'est pas affaibli. Mais bien sûr que non. Et je vais vous dire une chose, nous avons sacrément besoin de lui et du crédit énorme qu'il a gagné auprès des partenaires sociaux pour trouver ensemble les solutions à la crise actuelle. Un soutien de Gilles Legendre. Tiens, François Bayrou, il sera à votre dîner demain soir à l'Élysée ? Écoutez, je ne tiens pas l'agenda de François, mais je pense que oui. Et surtout, en tant que leader de la majorité comme vous. J'espère que oui. Nos liens entre La République En Marche et le MoDem sont extrêmement solides. Moi-même, au niveau du groupe... Il n'y a pas beaucoup de membres de la majorité qui se sont précipités vendredi après l'annonce de sa mise en examen. Je ne me suis pas précipité parce que je savais que je serais votre invitée, Elisabeth Martichoux, et que je peux dire solennellement que d'abord, nos liens politiques sont inaltérables. Et moi, je le vois au niveau des groupes, avec les liens très forts que j'ai entretenus avec mon homologue, Patrick Mignola, le patron des députés MoDem. Et puis, par ailleurs, je voudrais dire une chose qui est une question de principe.
et une conviction que je me suis forgée au gré de ma vie politique toute jeune, comme vous le savez. Dans ces affaires-là, la question des principes est essentielle. Et il y a 2 principes auxquels je ne dérogerai jamais. Le premier, c'est qu'évidemment, les hommes et les femmes politiques n'ont à se mêler en rien des procédures judiciaires, même quand elles concernent un des leurs. Et l'autre principe, c'est la présomption d'innocence qui vaut même après mise en examen. Je pense que nos ancêtres, nos anciens, ont pris une lourde responsabilité dans le dysfonctionnement de nos institutions et de notre justice en voulant lier absolument le sort politique d'un personnage ou d'un responsable politique à la mise en examen. Au rythme des mises en examen, il n'y a qu'un seul sujet vis-à-vis de la justice, c'est la culpabilité. Point, c'est tout. Le mot de la fin, signé Gilles Legendre sur le plateau d'LCI. Merci beaucoup d'avoir été ce matin notre invité. C'est à vous, Pascal.